Alors bonjour à tous. Donc cette fois-ci, on va voir l'exercice 1 de la série sur la biophysique des solutions et applications médicales. Alors cette version, c'est la version française de la série et celle-là, c'est la version anglaise. Alors, c'est juste l'énoncé des exercices qui sont en anglais. La résolution, on la fera en français. C'est juste pour vous initier en anglais. Alors donc on va voir l'exercice, on va traiter l'exercice 1. C'est un exercice important dans la mesure où il vous permettra de comprendre les exercices 2, 3 que j'ai traités dans le cadre d'enregistrement vidéo précédent, parce que ces exercices-là, ils traitent les gaz parfaits. Et comme je n'ai pas défini le gaz parfait auparavant, donc certainement vous avez trouvé certaines difficultés à assimiler ou bien à comprendre les concepts traités dans ces exercices-là. Donc, au niveau de cet exercice, c'est-à-dire l'exercice 1, on va définir qu'est-ce que c'est qu'un gaz parfait. Comme ça, vous pourrez facilement assimiler les concepts traités dans le cadre des exercices 2, 3, ainsi de suite, car encore une fois, ces exercices, ils traitent des gaz parfaits. Les exercices 2, 3, etc. Alors, exercice 1. Donc, on vous dit, on trouve qu'une masse de 0,896 g d'un composé gazeux ne contenant que de l'azote et de l'oxygène occupe un volume de 524 cm3 à la pression de 530 mm de mercure. Ça, c'est millimètres de mercure. Et à la température de 28 degrés Celsius. Donc, question toute simple, on vous dit quelles sont les masses molaires et la formule chimique de ce composé. Alors, la version anglaise, donc je bascule comme ça entre le français et l'anglais, comme ça vous n'allez pas vous sentir dépaysé si vous voulez. Alors, exercice 1, on vous dit we find that a mass of 0.896 grams of a gaseous compound containing only nitrogen and oxygen occupies a volume of 524 centimeters cubed at the pressure of 730 millimeters of mercury and at the temperature of 28 degrees Celsius. Okay, the question is, what is the molar mass and chemical formula of this compound? Vous voyez que ce n'est pas un anglais très difficile. What is the molar mass? Quelle est la masse molaire? And the chemical formula, c'est-à-dire quelle est la formule chimique du composé, of this compound. Pardon? Ok. Alors, exercice 1. Donc, on vous dit la masse molaire est la formule chimique du composé. Alors, la masse molaire d'un composé quelconque, ici c'est un composé gazeux, alors elle est égale à quoi? Cette masse molaire, c'est la masse du gaz que divise le nombre de moles. La masse totale du gaz que divise le nombre de moles, vous allez avoir la masse d'une mole, c'est la masse molaire. Donc, petit m, c'est la masse du gaz, grand m, c'est la masse molaire, et petit n, c'est le nombre de moles que contient votre système. Alors maintenant, on va traiter, pour faire simple, dans votre cas, ce n'est pas la peine de trop compliquer les choses, on va traiter les choses simples. Donc on va considérer que des gaz parfaits. Alors un gaz parfait, on vous dit c'est un gaz théorique, qui n'existe pas réellement, c'est un gaz idéal, mais dont se rapprochent tous les gaz à des pressions très basses. Un gaz parfait, c'est un gaz où les molécules n'interagissent pas entre elles. C'est aussi un gaz, on vous dit, c'est aussi un gaz dont les molécules n'interagissent pas entre elles, voilà, en dehors des chocs qu'il y a entre les molécules. Alors les gaz, tous les gaz à pression très basse se rapprochent du gaz parfait. À pression très basse, ça veut dire que le gaz occupe un volume important et que les molécules sont tellement éloignées qu'on peut considérer qu'il n'existe pas d'interaction entre elles. Du coup, les gaz
à très basse température se rapprochent des gaz parfaits. Alors l'équation d'un gaz parfait, certainement vous avez dû voir ça dans votre parcours, durant votre parcours antérieur. L'équation d'un gaz parfait, c'est PV égale nRT. P, c'est la pression du gaz. V, c'est le volume du gaz. N, c'est le nombre de moles que contient votre gaz. R, c'est la constante des gaz parfaits. Et T, c'est la température à laquelle se trouve votre gaz. Alors R, c'est la constante des gaz parfaits. Donc elle a plusieurs valeurs. Hein. Tout dépend du système d'unité dans laquelle vous l'exprimez. Alors vous avez cette première valeur, R égale à 8,31, etc. Joule, Kelvin moins 1, mol moins 1, qui est égal aussi à 2 calories, mol moins 1, Kelvin moins 1. Vous avez aussi R égale à 0,082 litres atmosphère, mol moins 1, Kelvin moins 1. Et vous avez cette valeur-là, 62,36 litres millimètre de mercure, mol moins 1, Kelvin moins 1. Alors d'après cette équation maintenant, N égale à PV sur RT, ce qui donne, donc à partir de cette équation, sachant que M est égal à M sur N, donc on aura la masse molaire qui sera égale à M RT sur PV, puisque N est égal à PV sur RT. Il suffit de remplacer N par cette expression ici. Alors l'application numérique, donc la masse du gaz, on vous dit, c'est 0,896 grammes. La température, il faut l'exprimer en Kelvin, 28 degrés plus 273. Vous allez avoir la température en Kelvin. Alors ici vous avez grammes, ici vous avez Kelvin. Que divise la pression? On vous dit c'est 730 mm de mercure. Et le volume, il faut l'exprimer en litres. On vous dit c'est 524 cm3. En litres, ça vous fera, dans 1 litre, vous avez 1000 cm3. Donc il faut diviser par 1000. Ça vous donnera 0,524. Alors si vous remarquez bien, la pression, on vous l'a donnée en millimètres de mercure. Donc la valeur que vous devez utiliser pour le R est celle exprimée en millimètres de mercure. Donc c'est 62,36. Donc ça c'est la masse, ça c'est la constante des gaz parfaits, ça c'est la température en Kelvin, ça c'est la pression du gaz, et ça c'est le volume du gaz. Donc ça vous donnera M égale à 43,97 grammes par mol. Alors le composé, il est constitué d'azote et d'oxygène. Alors nitrogen, c'est l'azote, pardon, hein, nitrogen, c'est l'azote, et l'oxygène, c'est l'oxygène. D'accord. Donc le composé a pour formule chimique NXOY. Avec, alors la masse molaire de ce composé, c'est X fois 14. 14, c'est la masse molaire de l'azote. Et Y fois 16. 16, c'est la masse molaire de l'oxygène. X et Y, pardon, étant des entiers. Alors bien sûr, il n'existe pas de méthode pour trouver la formule chimique appropriée. Il suffit de faire des combinaisons entre X et Y. Alors la bonne combinaison, si vous voulez, c'est X égale à 2 et Y égale à 1. Avec X égale 2 et Y égale 1, vous allez retrouver cette masse molaire. Donc le couple qui convient est X égale 2 et Y égale 1. La formule chimique est donc N2O. Voilà pour l'exercice 1. Alors je voudrais juste rajouter quelque chose concernant l'exercice 2. Parce que l'enregistrement précédent, il concernait uniquement la deuxième partie de l'exercice 2. Mais c'est pratiquement la même méthode. Hein. Au lieu de considérer une compression réversible, cette fois-ci, il faut considérer une détente réversible et irréversible. Voilà, donc je vais vous rajouter ça. Alors l'exercice 2,
on vous dit determine the work involved in 2 liters of ideal gas maintained at 25 degrees Celsius under the pressure of 5 atmospheres, state 1, which expands isothermally to occupy a volume of 10 liters, state 2, in the following situations. Okay, the first situation is when the expansion is reversible, quand la détente, the expansion c'est la détente, quand la détente se fait de manière réversible. The second situation, when the relaxation is the same than the expansion. La relaxation c'est aussi une détente. When the expansion occurs irreversibly. Ok, ça c'est la première partie de l'exercice 2 que je n'avais pas traité dans l'exercice, dans l'enregistrement que je vous avais fait concernant cet exercice. D'accord, exercice 2. Donc on va lire l'énoncé de l'exercice en français, comme ça vous allez pouvoir faire l'analogie avec l'anglais. Alors, déterminer le travail mis en jeu par 2 litres de gaz parfait maintenu à 25 degrés Celsius sous la pression de 5 atmosphères. Ça, c'est l'état 1, qui se détend de façon isotherme pour occuper un volume de 10 litres. État 2, dans les situations suivantes. Lorsque la détente s'effectue de manière réversible et aussi lorsque la détente s'effectue de manière irréversible. Ok, alors vous avez donc un état 1 qui est caractérisé par un volume de 2 litres, par une température de 298 Kelvin et par une pression de 5 atmosphères. Donc le gaz, il passe de cet état à cet état, à l'état 2. Il passe de l'état 1 à l'état 2, caractérisé par un volume V2 égale 10 litres, une température égale à 298 Kelvin et une pression pour le moment inconnue. Donc on considère ce chemin. Donc on passe de l'état 1 à l'état 2. Vous constatez que le volume augmente. Donc c'est bel et bien une détente. C'est une détente isotherme, ça veut dire qu'il se fait à température constante. Alors la température est constante, donc ça c'est l'équation des gaz parfaits. Vous avez 2 états, état 1 et état 2. Le nombre de moles, il ne change pas en passant de l'état 1 à l'état 2. La constante des gaz parfaits, elle reste la même, c'est le même gaz, c'est un gaz parfait. Et la température, elle est la même. On vous dit c'est une détente isotherme. Donc P1V1, qui est égal à nRT1, est égal à P2V2, qui est égal à nRT2. Ou bien tout simplement nRT1. N et R sont identiques pour les 2 états, et la température, elle est la même. On extrait la pression de l'état 2. P2, c'est P1V1 sur V2. Donc ça vous donne une atmosphère. P1 c'est 5, V1 c'est 2, V2 c'est 10, donc c'est une atmosphère. Alors travail mis en jeu pour la détente réversible isotherme. Alors dans le cas d'une transformation réversible, je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, une transformation réversible c'est une transformation qui se fait lentement. Ça veut dire que vous avez plusieurs états d'équilibre entre l'état initial et l'état final, parce qu'elle se fait lentement. Donc on peut considérer qu'il y a une infinité d'états d'équilibre. Et à chaque instant, vous avez la pression extérieure qui est égale à la pression du gaz. À chaque état d'équilibre, vous avez la pression extérieure qui est égale à la pression du gaz. Alors on a vu en cours la formule qui permet de calculer le travail, c'est moins la pression extérieure dV. Donc le travail, ça c'est le travail élémentaire. Le travail mis en jeu en passant de l'état 1 à l'état 2. Donc on utilise cette formule. Maintenant, ça c'est le travail élémentaire. Pour avoir le travail total, il faut intégrer. Si vous intégrez, l'intégrale c'est une sommation. Ça veut dire que vous allez sommer tous les travaux élémentaires. Vous allez sommer, entre guillemets, tous les petits travaux. Ça vous donnera le travail total. C'est W total, c'est le travail total. Mis en jeu dans le cas de la transformation réversible qu'on avait décrite tout à l'heure. Donc c'est moins l'intégrale. Alors, de l'état 1 à l'état 2. Moins l'intégrale de l'état 1 à l'état 2 de la pression extérieure dV.
C'est moins l'intégrale de 1 à 2 de P dV. La variable ici, c'est le volume. Si vous voulez, les bornes d'intégration, l'intégration, elle se fait de V1, qui est le volume de l'état 1, à V2, qui est le volume de l'état final. Donc il suffit de remplacer, hein, P, on le remplace par NRT sur V. C'est l'intégrale de 1 à 2 de NRT sur V, dV. NRT, c'est une constante, on peut la faire sortir du signe de l'intégrale. Donc il nous restera à l'intérieur de l'intégrale, intégrale de dV sur V. L'intégrale de dV sur V, c'est le logarithme népérien de V. Bien sûr, pris entre 1 et 2. Donc la formule finale, vous allez avoir N moins NRT, ln de V2 moins V1, qui est égal à moins NRT, ln de V2 sur V1. Alors, alors je pense qu'on ne connaît pas le nombre de moles du gaz. Voilà, on ne connaît pas le nombre de moles du gaz. Donc on ne peut pas utiliser cette formule-là, qui contient la variable n, qui se rapporte au nombre de moles du gaz. Comme nRT égale à PV, donc on peut remplacer cette quantité par P1V1, ou bien P2V2. Vous allez avoir le même résultat, ln de V2 sur V1. Donc W réversible, ça vous fera, alors P1 c'est 5 atmosphères, je pense, voilà, qu'il faudra convertir en pascal. Hein. Une atmosphère c'est 1,013 10 puissance 5 pascal. Il faut convertir ça en pascal pour avoir à la fin l'énergie en joule. V1 c'est 2 litres, donc il faut convertir ça en mètres cubes. Donc pression pascal est volume en mètres cubes. Hein. Donc 1 mètre cube, il contient 1000 litres. Donc 1 litre, c'est 10 puissance moins 3 mètres cubes. Donc c'est 2 fois 10 moins 3 mètres cubes que multiplie le logarithme de 10 sur 2, V2 sur V1. Vous allez avoir, tout calcul fait, vous allez avoir ce résultat. Alors ici, ça n'apparaît pas très bien, mais ce n'est pas grave. Alors P, il faut l'exprimer en pascal, et V en mètre cube, ce qui vous donnera PV, le produit PV en joule. Maintenant, la même question, sauf qu'on considère une détente irréversible. Cette fois-ci, la détente, elle est irréversible. Alors, irréversible, ça veut dire quoi? Une transformation irréversible, ça veut dire que c'est une transformation qui s'effectue de manière, si vous voulez, rapide, de manière brutale. Vous passez, si vous voulez, d'un seul coup, de l'état initial à l'état final. C'est-à-dire, brutalement. On passe de l'état initial à l'état final d'un seul coup, brutalement. Donc vous avez, dans le cas d'une transformation irréversible, la pression extérieure, elle est égale à la pression finale, qui est aussi la pression du gaz. Vous n'avez, dans le cas d'une transformation irréversible, vous n'avez, si vous voulez, qu'un seul état. Il n'y a pas une infinité d'états d'équilibre, comme c'est le cas dans le cadre d'une transformation réversible. Là, on passe de l'état initial à l'état final brutalement, ou bien abruptement, si vous voulez. C'est une transformation rapide. Donc la formule du travail, elle est toujours la même, c'est moins la pression extérieure dV. Ça c'est le travail élémentaire. Pour avoir le travail total, il faudra sommer tous les travaux élémentaires, donc c'est une intégrale. Donc l'intégrale de ça va vous donner le travail total. Cette fois-ci, la transformation elle est irréversible. Donc c'est moins l'intégrale de 1 à 2, toujours on passe de l'état 1 à l'état 2, moins l'intégrale de 1 à 2 de la pression extérieure dV. La pression extérieure, c'est aussi la pression du gaz. C'est aussi la pression finale. Alors, cette pression, elle est constante. Hein. Elle est constante. Vous n'avez qu'une seule pression, c'est la pression finale. Elle est constante. Donc, on fait sortir cette pression
du symbole de l'intégrale. Donc à l'intérieur de l'intégrale, il nous restera uniquement l'intégrale de dv. Et l'intégrale de dv c'est quoi? C'est un petit volume, c'est un volume élémentaire. Quand vous intégrez, ça veut dire vous sommez, vous faites une sommation, vous sommez tous les petits volumes qui existent, tous les volumes élémentaires qu'il y a. La somme de tous ces volumes élémentaires va vous donner le volume total, c'est V. Donc c'est moins P2 fois V, mais le V, il faut le prendre entre l'état 1, entre 1 et 2. Ce qui vous donnera V2 moins V1. Donc la pression finale, bien évidemment, c'est P2. Hein, c'est la pression de l'état final, c'est P2. Donc il suffit de faire l'application numérique. La pression, c'est une atmosphère, je pense. Voilà, c'est une atmosphère, on l'a calculé. Donc il faut convertir cette pression, il faut exprimer cette pression en pascal. Donc 1 que multiplie 1,013 fois 10 puissance moins 5 pascal. Le volume de l'état final c'est 10, le volume de l'état initial c'est 1. Bien sûr, le volume il est exprimé en litres. Il faut multiplier par 10 moins 3 pour avoir l'équivalent en mètres cubes. Donc ça vous donne moins 810,4 joules. Alors si vous remarquez bien, le travail ici, c'est un travail négatif, c'est-à-dire c'est un travail fourni par le système. Le système, il cède du travail, il cède de l'énergie, il fournit de l'énergie. Regardez, dans le cas d'une transformation réversible, on a trouvé moins 1630,4 joules. D'accord. Et ici, on a trouvé moins 810,4 joules. Alors, en valeur algébrique, moins 810,4 est supérieur à moins 1630,4 joules en valeur algébrique. Mais là, il faut considérer la valeur absolue. Hein. D'accord. Dans le cas d'une transformation irréversible, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On récupère moins de travail quand le gaz se détend d'une manière irréversible. Dans le cas irréversible, donc, on récupère moins de travail par rapport au cas réversible. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des pertes en cours de route, si vous voulez. Parce que c'est une transformation qui s'était effectuée de manière brutale, rapide. Du coup, il y a des pertes qui ont lieu. C'est ça qui fait que, à la fin, on récupère moins de travail dans le cas de la transformation irréversible, relativement au cas par rapport à la transformation réversible, où la quantité de travail récupérée est beaucoup plus importante, parce que la transformation, elle s'était faite de manière très lente. On avait plusieurs états, une infinité d'états d'équilibre. Donc là, il n'y a pas eu de perte. Donc tout le travail qu'on a fourni au système, il nous l'a restitué. Mais dans le cas d'une transformation irréversible, là, on a fourni un travail au système pour qu'il puisse effectuer cette transformation irréversible, mais on a fait les choses de manière brutale. Du coup, en cours de route, il y a eu perte d'énergie. Et le système ne pourra pas nous restituer toute l'énergie qu'on lui a fournie pour effectuer une telle transformation. Parce qu'il y a eu des pertes en cours de route, au cours de la transformation, encore une fois, parce que la transformation s'était effectuée de manière brutale et rapide et abrupte. Donc c'est pour ça qu'on ne récupère pas la totalité du travail, dans le cas d'une transformation irréversible. Voilà. Donc, quand vous comparez, il ne faut pas tenir compte du signe moins, hein, parce qu'en valeur algébrique, cette quantité est supérieure à cette quantité. D'accord. Donc, dans le cas d'une transformation irréversible, on récupère moins de travail. Le signe moins, c'est juste pour, si vous voulez, nous renseigner sur le fait est-ce que le travail est un travail reçu ou fourni. Voilà, c'est tout et merci.